Bonjour à tous, bienvenue donc au troisième séminaire du semestre, qui sera donc avec Lé, qui est doctorant ici à l'EPFL, postdoc, déjà chercheur, postdoc, ok, et qui va donc nous parler de sondage, de système de vote, pardon, comment faire mieux, et un peu les mathématiques qu'il y a derrière, et les biais, ou en tout cas écueils qui sont présents dans les systèmes de vote. Je te laisse la parole. Bonjour à tous, bienvenue. Ravi de voir que vous êtes nombreux pour parler de vote. Donc, de façon assez générale, j'ai envie de parler en fait comment est-ce qu'on peut décider ensemble. En particulier par vote, j'ai pas envie du tout de me restreindre à des votes comme on le fait en politique, par exemple. La problématique plus générale, et ça va être plus clair à la fin de l'exposé, j'espère, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut décider ensemble, comment est-ce qu'on peut prendre des décisions ou exprimer des préférences de façon collective pour essayer de représenter l'ensemble des préférences de tout groupe. Ça, c'est des problèmes extrêmement fréquents à chaque fois qu'il y a des décisions à prendre. Je suis sûr que l'équipe de CQFD, quand elle devait décider qui inviter pour donner un séminaire, mais c'était une décision de groupe qu'il fallait prendre. Et on se rend compte bien souvent que le vote, c'est pas forcément la solution. J'entends d'où, c'est cool. C'est pas forcément la solution qui est toujours prise. Et du coup, on pourrait se dire, est-ce que c'est vraiment toujours la solution qu'il faut prendre? La première question de base, ça sera juste pourquoi voter. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de voter en général? Et le vote, en fait, a des intérêts et des inconvénients, hein, comme tout système de décision. Mais pour aujourd'hui, je vais juste insister sur sur quelques aspects qui sont importants sur le vote, qui sont plus ou moins gaffe, mais l'une des raisons principales qui est mise en avant pour pourquoi il faut voter, c'est que le vote, ça permet d'avoir un système égalitaire. En particulier, avoir un système une personne, une voix. Et ça, c'est une propriété assez remarquable, surtout si on réfléchit au scrutin à l'urne. Parce que lorsqu'on a une urne, en fait, une des raisons pour lesquelles c'est vraiment une grande révolution en fait, dans l'histoire de comment on a pris des décisions collectivement, c'est qu'avec l'urne, on permet de garantir une certaine égalité, le fait que chacun a une voix et pas plus. Et ça contraste beaucoup avec des décisions qui seraient beaucoup plus prises de façon délibérative, où potentiellement il y a des personnes qui vont être plus loquaces, qui vont davantage se plaindre, qui pourraient avoir plus d'influence sur leurs résultats de la délibération que ce n'est le cas d'avoir tout fait un vote. Un autre point en avant que j'ai envie de mettre sur pourquoi voter, c'est quelque chose qui... en informatique, on parle de scalable. En français, par contre, on parle de mise à l'échelle. C'est que quand on fait une délibération, ça marche très bien quand on est 2 ou 3, parce qu'on arrive à tous s'entendre, s'écouter parler. Mais dès que le nombre de personnes qui participent à la décision est plus que 100, ça commence à être compliqué. Pour une raison très simple, c'est que si on laisse 1 minute de temps de parole alors qu'il y a 100 personnes, ça fait déjà 1h40 d'écoute qu'il va falloir pour tout le monde. Et donc, si on est 1000, c'est multiplié par 10, et si on est 1 million, ça commence à être clairement impossible. Donc ça, c'est un aspect très important. Si on réfléchit à des décisions peuvent être prises sur des sujets assez compliqués où beaucoup de gens sont concernés, ça va être impossible d'avoir un système purement délibératif. Il va falloir quelque part avoir une agrégation des avis qui soit plus simple qu'une délibération potentiellement complexe. Ça, c'est ce que le vote permet de faire. Voilà, c'est vraiment ces questions, et pas plus tard que c'est vraiment ces aspects importants qui font que certainement sur plus de choses qu'on ne fait aujourd'hui en société, il va falloir réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire un vote. En particulier, il y a une troisième propriété que je vais mettre en avant, c'est la vitesse.
la vitesse de la prise de décision. Une délibération, ça a tendance à prendre beaucoup de temps, surtout si on est beaucoup. Et parfois, il y a besoin de prendre des décisions rapidement. Parfois, sur l'échelle de quelques décennies, par exemple, si on réfléchit au changement climatique. Parfois, à l'échelle de quelques années, quelques mois, voire parfois à l'échelle de la milliseconde, qu'on se passe à l'échelle des algorithmes, des prises de décision qui doivent être prises. Par exemple, pour recevoir une notification sur un téléphone, si vous voulez voter sur quel genre de notifications sont OK, potentiellement, il faudra des votes qui se passent à l'échelle beaucoup plus rapide. Et là, la délibération, c'est impossible. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas à tout moment. Ok, donc on va passer maintenant à la partie un peu plus comment est-ce qu'on mathématise ça, comment est-ce qu'on réfléchit à qu'est-ce qu'un bon vote. Donc, de façon assez générale, la manière dont on modélise les votes, c'est déjà on considère un ensemble d'électeurs. On va noter N, un ensemble d'électeurs. Donc voilà, N entre crochet, c'est l'ensemble des entiers entre 1 et N. Et je vais considérer un ensemble A d'alternatives. On est dans une situation où il y a plusieurs électeurs et il faut choisir parmi l'une des alternatives. Donc, de façon, de la manière on va modéliser ça, on va aussi supposer que chacun des électeurs a des préférences vis-à-vis des alternatives. Certaines alternatives, ça peut être différents candidats à la présidentielle. C'est peut-être le prochain invité pour un séminaire CQLD. Ça peut être le restaurant où vous allez manger. Voilà, il va falloir choisir parmi les alternatives. Et on va supposer que chaque électeur a des préférences. Donc, pour tout électeur, on va supposer qu'il existe un θ n qui va noter la préférence de l'électeur. Ça appartient à un ensemble de préférences sur les alternatives. Et traditionnellement, il y a deux façons de modéliser ces préférences. Soit on parle de préférences ordinales. Pour les préférences ordinales, ça va être l'ensemble des ordres sur A. Donc, typiquement, θn dans ce cas peut être de la forme de je préfère l'alternative 2 à l'alternative 1, à l'alternative 4 à l'alternative 3. Ça va être une relation d'ordre sur l'ensemble des alternatives. Et donc ça c'est une des modélisations possibles. Une autre modélisation, c'est l'approche cardinale, où là la préférence va être du coup en vecteur en RA. Donc typiquement, on va avoir θ n1, n2 qui va être égal à 5, θ n1 qui va être égal à 2, θ n4 qui va être égal à moins 3, et θ n3 qui va être égal à moins 10 puissance 3. Donc voilà, donc c'est deux façons de modéliser les préférences des personnes. Effectivement, on sent que les préférences cardinales sont plus, modélisent quelque chose en plus. Par exemple, ici, le fait que, visiblement, l'électeur N déteste vraiment l'option 3, ce qui n'apparaît pas forcément ici. Mais d'un autre côté, c'est souvent difficile de définir ou de manipuler ces préférences cardinales. Voilà. Et ensuite, on va s'intéresser à un vote. Donc, un vote à partir de ça, de façon très générale, donc, en théorie des scrutins, on parle de choix social, parce que ce n'est pas forcément limité au scrutin. On va considérer un vote. Un vote, ça va être du coup une fonction V qui va prendre en compte les préférences des gens. Et à partir de ça, va ressortir une décision. Alors, une décision, ça peut prendre plusieurs formes, encore une fois, selon ce qu'on considère. Soit on va considérer un choix d'alternative, c'est sans doute le scrutin le plus courant. On va ressortir l'une des alternatives. Mais on peut avoir des cas où, au lieu de ressortir une alternative, on peut vouloir sortir une préférence. Une préférence du groupe. Ça, en fait, c'est un peu mieux parce que si on arrive à définir une préférence de l'ensemble du groupe,
et que la première alternative n'est finalement pas disponible, vous voulez inviter Cédric Villani, avec une préférence, vous pouvez passer au deuxième choix, c'est plus immédiat. Puis on peut avoir des situations plus complexes. Et puis sinon, on peut parfois avoir des choses plus compliquées. Par exemple, on peut vouloir sortir delta de A, c'est ce qu'on appelle le simplex sur A, c'est l'ensemble des l'ensemble des lois de probabilité sur A. On peut interpréter ça soit comme un tirage au hasard, au sort potentiel pour déterminer ce qu'on va choisir. On peut voir aussi ça comme l'élection d'une assemblée. Si on veut chercher élire une assemblée qui représente les préférences des gens, on va peut-être chercher à construire une fonction qui va de ça dans ça. Là, pour tout le monde. OK. Donc, je vais prendre un exemple pour illustrer. Un vote qui est très bien connu, c'est, on va appeler ça U1, qui va être le vote uninominal à un tour. Donc, le vote uninominal à un tour, par exemple, de θ, l'ensemble de préférences, ça va être quoi? Ça va ressortir une alternative A, qui est la plus préférée, qui est celle qu'un maximum de gens préfèrent. Donc ça revient à dire quoi? Ça veut dire que le cardinal de l'ensemble des électeurs pour qui A est la meilleure option. De toute façon, écrire ça, c'est que pour trouver d'après θ, A est meilleur que B. Donc ça, on compte le nombre de personnes pour qui A est la meilleure alternative. Et si on prend l'alternative qui a ce meilleur score, ça correspond vite au vote uninominal à un tour. Ça va pour tout le monde? Et donc ça, c'est une façon de définir un scrutin. Et ce qu'on va vouloir faire en mathématiques des scrutins, c'est essayer d'analyser les propriétés de telle fonction. Est-ce que ça a des propriétés qui sont désirables d'un point de vue démocratique? Donc, je vais donner des exemples de propriétés. Par exemple, une propriété qu'on peut vouloir, c'est l'unanimité. Donc, l'unanimité, c'est quoi? Bon, dans ce cas, effectivement, on veut un vote qui sera unanime, c'est si tout le monde pense qu'une alternative est meilleure que toutes les autres, alors cette alternative doit être élue. Donc, par exemple, si il existe un A tel que pour tout N, pour tout électeur et pour toute alternative, A est meilleur que B. A est toujours le préféré de tout le monde. Alors ça implique que le vote soit élite A. Pour tout le monde, c'est la définition de l'unanimité. Alors je vous laisse montrer ça facilement. Un théorème qu'on peut montrer, c'est que U1 est unanime. C'est trivial. Je vais essayer de vous montrer un peu la mécanique qu'on utilise dans ce genre de recherche. Donc ça c'est cool. Un scrutin, a priori, il faut qu'il soit unanime. Si tout le monde est d'accord, ça serait bien qu'au moins il sorte seul. D'autres propriétés qu'on peut noter, par exemple la neutralité. La neutralité entre les alternatives. Ça revient à essayer de réfléchir un petit peu à quoi ça pourrait ressembler, une définition de la neutralité. Donc, la manière dont on définit la neutralité, souvent, c'est qu'on va considérer entre les alternatives, c'est-à-dire que, effectivement, le scrutin favorise aucune alternative par rapport aux autres. Donc, une façon de définir la neutralité, c'est de dire que si je prends n'importe quelle permutation sigma de l'ensemble des alternatives, ce que je veux, c'est que lorsque j'appuie le vote, bon, je vais écrire la définition, je ne prends pas plus tard. Une propriété désirable, c'est que donc sigma ici, vous pouvez le repenser comme j'échange des étiquettes et des alternatives. Et ensuite, je vais définir une action ici de sigma sur les θ où ça va juste échanger les étiquettes des alternatives selon θ. Typiquement,
ça serait défini comme sigma de θ va préférer A à B si et seulement si θ préfère sigma de A à sigma de B. Et ce que je veux, c'est que si j'ai échangé les noms des alternatives comme ça va me donner le résultat qui est le même que si j'appliquais enfin, le vote, le truc avant le changement d'étiquette et après je fais le changement d'étiquette. Okay. Voilà. Et puis on peut peut-être mettre une autre définition qui est ce qu'on appelle l'anonymat. C'est pas un très bon mot, mais c'est comme ça que ça s'appelle dans la littérature. C'est que pour tout permutation de M, cette fois on permute les électeurs. Ce que je veux, c'est que le vote, parce que je permute les électeurs, l'étiquette des électeurs, ça ne change pas le résultat du vote. Voilà. Et donc ça, vous pouvez démontrer Q1 et neutre et anonyme. Ouais. Pour revenir à la définition que tu as posée au début, c'est pas tout que votre égalité. Ouais, c'est ce concept. C'est une formalisation de ce concept. Tout à fait. Donc U1, ça a quand même pas mal de propriétés. Heureusement, on n'a pas choisi U1 dans nos démocraties pour rien. Mais ça n'a pas toutes les bonnes propriétés. Donc, je vais passer maintenant à deux autres propriétés qui sont importantes et qui ne sont pas vérifiées par U1. La première, c'est ça s'appelle l'indépendance aux alternatives non pertinentes. Je ne sais pas tout. L'indépendance aux alternatives non pertinentes. Ça veut dire quoi? C'est que ce que j'aimerais dans un scrutin, c'est que s'il y a une alternative qui n'est pas élue, le fait qu'il se présente ou pas, que l'alternative soit considérée ou pas, ne change pas le résultat de l'élection. Donc, ça se formalise comment? Ça veut dire que, pour tout ça, je veux que si le vainqueur de l'élection avec θ est égal à A, alors, lorsque je retire B de l'élection, le vainqueur reste A. Retirer B, ça veut dire que j'enlève toutes les parties qui correspondent à B. Et je veux que, si je retire A de l'élection, je veux que enfin, B, qui n'est donc pas le vainqueur, donc peut-être qu'il faut préciser à différents degrés, je veux que le vainqueur reste A. Et ça, j'imagine que vous pouvez se sentir peut-être intuitivement que U1 ne satisfait pas cette propriété. Il peut avoir ce qu'on appelle la dispersion des voix, ici. Typiquement, s'il y a plusieurs candidats qui ont les mêmes idées, les électeurs vont peut-être se répartir entre ces idées, entre ces candidats, et du coup, aucun de ces candidats sera le candidat qui a le plus de votes. Mais si on enlève un de ces candidats, peut-être que les votes vont se concentrer sur l'un des autres candidats. Du coup, à ce moment, il va gagner l'élection. Donc, le scrutin uninominal à un tour ne satisfait pas cette propriété. Et ça, c'est très grave. C'est là qu'on voit que les mathématiques vont avoir des conséquences très graves dans la société, parce que si on n'a pas ça, ça veut dire que les candidats, ils ont tout intérêt à faire en sorte de gérer qui va se présenter. Ça c'est ce qu'on appelle les primaires, donc pas mal de démocraties à travers le monde. Au lieu de permettre n'importe qui de se présenter aux élections, il va y avoir un système souvent de primaires qui vont faire qu'on va présenter un seul candidat pour représenter un ensemble d'idées qui sont en fait assez diverses et variées. Donc, les scrutins qui ne vérifient pas ça, en fait, ils vont réduire le champ des candidats, ils vont réduire la pluralité des idées au moment du vote. Et en particulier, le vote uninominal à un tour, il pousse très naturellement à un bipartisme. Ce qui est deux grands partis qui sont quasiment à 50%, parce que toute alternative va être une menace et du coup, il va falloir faire une coalition quelque part et empêcher cette troisième alternative de se présenter.
est-ce que le vote uninominal à 2 tours satisfait l'indépendance relative non pertinente? Non, non plus. Pareil, au premier tour, dans une élection à 2 tours, bah, le candidat préféré peut se faire éliminer à cause de cette répartition des voix. C'est d'ailleurs arrivé en France en 2002. Est-ce que le vote uninominal à un tour vérifie cette propriété? Donc là, le vote uninominal à un tour, il y a un seul tour. Le vote uninominal à 2 tours, en fait, à la fin du premier tour, on garde juste les 2 premiers. On élimine tout le monde sauf les 2 meilleurs. Et après, on fait un vote ensuite au deuxième tour. On peut généraliser cette idée. Donc là, au premier tour, on peut imaginer, on va enlever tout le monde sauf les 3 meilleurs. Et puis après, on refait un vote, on enlève le troisième. Et puis après, on refait un vote, on garde juste le meilleur des deux restants. On peut généraliser, on fait un vote à A tours. Au premier tour, on enlève celui qui a le moins de voix. Au deuxième tour, on enlève celui qui a le deuxième moins de voix, et ainsi de suite jusqu'au bout. Est-ce que vous pensez que ça vérifie cette propriété? Non, ça ne vérifie pas non plus cette propriété. Ça, c'est un scrutin qui est scrutin uninominal à n tours. En fait, d'ailleurs, vous avez juste besoin de voter une fois avec des préférences ordinales, et après, on peut tout simuler. Donc, ce n'est pas vraiment un scrutin à tours, c'est un scrutin un tour qui simule à tours. Et ça, c'est un scrutin qui a été utilisé en Irlande et en Australie. Et en fait, il ne vérifie pas ça, donc il y avait quand même des jeux de coalition. Donc, une autre propriété désirable que ne satisfait pas Blanc, c'est ce que je vais appeler la stratégie proofness. Donc, c'est la résilience au vote utile, l'absence de vote stratégique, on parle comme ça. Donc, c'est l'idée qu'un électeur ne peut pas gagner à voter différemment de ce que sont ses vraies préférences. Alors, comment ça se formalise ça? Ça veut dire que, dans tous les cas, et pour tout électeur, ce que je veux, c'est que, quel que soit son vote stratégique, donc imaginons qu'il choisit un vote stratégique θ n prime, ce que je veux, c'est que le résultat de l'élection, lorsqu'il est honnête, par rapport au résultat de l'élection lorsqu'il est stratégique, ce que je veux, c'est que il s'en sort mieux, il préfère cette situation à cette situation. Que ça, ce soit meilleur que ça, selon lui. Selon ses préférences. On peut avoir égalité. Ouais. Pourquoi il y a 2 θ, notamment jusque-là, c'est tout le temps B de 1 θ. Alors ça c'est les vraies préférences. Ça, c'est le vote de l'électeur N. Donc là, on suppose qu'il a voté ses vraies préférences et les autres. Donc ça, c'est θ moins N, c'est les autres. Et là, il a voté stratégiquement et les autres sont restés pareils. C'est clair? Okay. Ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie proofness. C'est lorsque tout le monde a toujours intérêt à être honnête dans ses préférences. Et ça, c'est une propriété vraiment importante si vous y réfléchissez pour la légitimité du vote. Parce qu'imaginons un vote où tout le monde a menti, parce que tout le monde avait intérêt à mentir. Quelle est la légitimité de la personne élue? Est-ce qu'on peut vraiment donner de la légitimité à un scrutin qui se fonde sur que de la fausse information? Donc ça, malheureusement, bon, le vote uninominal à un tour, vous avez deviné, ouais. Dans la propriété du stratégique, le mieux des autres, c'est indépendamment de si les stratégies qui si je juge le changement de vote de stratégie en net, quel que soit le vote, c'est une stratégie. Ouais. Sachant que la définition là, donc là je l'ai écrit interprété comme les vraies préférences des autres, mais ça peut être le vote stratégique des autres que je peux mettre.
Ok, donc ça c'est pas cool. Du coup, on peut se demander, d'ailleurs, le vote uninominal à tour non plus n'est pas stratégique ni IANP. Et donc ça c'est arrivé en pratique. C'est-à-dire qu'en Australie, les candidats à la présidentielle, ils envoyaient dans leur tract des instructions de vote. Ils disaient aux électeurs, surtout tel autre candidat, mettez-le en dernier. Parce qu'intuitivement, il suffit de mettre. En plus, c'est assez simple. En fait, la stratégie, c'est le grand rival de votre candidat préféré. Même si vous l'aimez bien, il faut le mettre en dernier. Comme ça, il y a plus de chances de se faire sortir au premier tour, dans les premiers tours. Et, oui. Il y a une implication de l'un pour l'autre entre les deux groupes. Non, pour autant que je sache, ils sont indépendants. Ok. Donc ça, c'est cool. Enfin, c'est pas cool, plutôt. Et je veux dire, mathématiquement, c'est... Voilà, on a démontré un théorème. Mais jusque-là, c'est encore la théorie des scrutins, on va dire, assez simple, où on prend un scrutin, on essaie d'étudier ses propriétés. Bon, parfois, c'est difficile déjà, hein, ça peut être déjà très intéressant. Mais là où ça va être vraiment incroyable comme théorie, c'est vrai que ça va être vraiment incroyable, c'est que parfois, on peut prouver des choses sur l'ensemble de tous les scrutins. On a pris un scrutin, on a étudié ses propriétés. On peut se demander, est-ce qu'il existe un scrutin qui vérifie telle et telle propriété? Et donc ça, c'est ce qu'ont fait pas mal de chercheurs. Il y a un théorème qui est vraiment dévastateur, qui est vraiment une nouvelle terrible pour la démocratie. Donc c'est un théorème de Gibbard et Satterthwaite, qui date des années 70. C'est 73 et 75. Ils l'ont démontré de façon indépendante. Et en gros, il dit que je vais écrire. Le seul scrutin unanime et stratégique est la dictature. La dictature, c'est quoi? Il y a un électeur qui décide de son candidat préféré, c'est le vainqueur électif. Donc, bon, la démonstration est un peu longue, rien d'extrêmement difficile, mais voilà, elle est juste longue. Et sa conséquence, c'est assez horrible, hein, comme vous pouvez imaginer. Ce que ça montre vraiment, c'est que l'unanimité, c'est une propriété à sauver, j'ai envie de dire, c'est l'unanimité, quoi. Un scrutin qui n'est même pas unanime, c'est chiant. Et du coup, ce que ça montre vraiment, c'est que la stratégie proofness, c'est vraiment difficile. La stratégie proofness, c'est vraiment une propriété extrêmement rare. Donc, souvent, il va y avoir des techniques pour rétablir la stratégie proofness qui vont consister à considérer un sous-ensemble de l'ensemble des préférences. Typiquement, au lieu de supposer que toutes les préférences sont possibles, on peut supposer qu'il y a seulement un sous-ensemble des préférences qui sont crédibles. Typiquement, on va supposer, par exemple, qu'il y a une ligne gauche-droite, et puis on est quelque part sur la ligne, et puis les gens qui sont... si quelqu'un est un peu à gauche par rapport à nous, et on va le préférer à quelqu'un qui est très à gauche par rapport à nous. En faisant ce genre d'hypothèse, on peut récupérer une certaine stratégie proofness. Mais voilà, à quel point ces hypothèses sont crédibles, hein, les lignes gauche-droite, est-ce qu'elles existent vraiment? Est-ce que les préférences sont vraiment comme ça? Peut-être en politique, parfois c'est vrai, mais en dehors de la politique, sur d'autres décisions, c'est très compliqué. Donc voilà, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Je vais donner un autre théorème qui est rigolo. Et triste également. C'est un théorème toujours de Gibbard, qu'il a démontré quelques années plus tard. Donc en fait, ça marche pour les scrutins déterministes. Donc on sort une alternative. On peut imaginer un autre scrutin, des scrutins qui seraient randomisés. Donc le théorème de Gibbard, il dit que le seul scrutin
Donc, je veux toujours l'unanimité, c'est vraiment important. Et cette fois, je vais même rajouter une deuxième condition, je vais demander qu'il soit anonyme. Donc, comme ça, j'exclus la dictature. Anonyme, militaire. Donc, si je demande l'anonymat et l'unanimité, et stratégie proof, encore une fois. Et cette fois, je veux autoriser en fait les choses aléatoires et randomiser. On peut deviner. Donc ça reste une dictature. Et cette fois, elle est aléatoire. Alors, dictature aléatoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va tirer au hasard quelqu'un qui va décider, et puis c'est lui qui va décider. Bon, voilà. Du coup, alors, clairement, il faut demander moins que la stratégie proof. La stratégie proof, c'est vraiment trop demandé. Sauf si on prend la dictature aléatoire. Donc, il y a des idées qui ont été proposées. Oui. Celui-ci, il est aussi unanime. Parce que c'est déterministe. Cette stratégie pour randomiser. Voilà. Tout ça, vous pouvez une autre façon de le faire, c'est on met un chapeau, chacun met son candidat préféré dans le chapeau, puis on tire au hasard. Donc ça, c'est vraiment pas cool. En fait, globalement, en fait, le problème vraiment, c'est que stratégie pour c'est trop demandé, mais on a des scrutins qui approchent un petit peu. Donc, si vous voulez les chercher, il ne faut pas donner trop de précision. Il y a, bon, parmi les meilleurs scrutins, moi, je vais mettre le vote par approbation, qui n'est pas trop mal, qui a des propriétés. Il n'est pas trop mal. En gros, vote par approbation, c'est vous avez le droit de voter plusieurs fois. Au lieu de voter une seule fois pour un candidat, vous avez le droit de voter pour plusieurs candidats. Plus le candidat ait plus de OK, d'approbation, gagne. Donc ça, c'est Doodle. Un vote, c'est potentiellement une compagnie qui fait beaucoup de, qui a le budget de Doodle, mais voilà. Un autre vote, sinon, c'est le jugement majoritaire. Le jugement majoritaire, en fait, qui se passe plus dans un cadre de préférence cardinale. C'est chacun met une note à chacun des candidats. Et puis après, pour chaque candidat, on regarde les notes qu'il a reçues, on prend la médiane. La médiane étant moins manipulable que la moyenne. Et le candidat qui a la meilleure médiane gagne. Donc ça a été proposé par 2 chercheurs français. Du coup, comme les élections présidentielles qui arrivent tous les 5 ans, il est à nouveau promu par cette comité de gens. Donc il y a des applications en ligne qui permettent de faire des jugements majoritaires notamment. Et enfin, il y a mon vote, mon scrutin qui a longtemps été mon scrutin préféré. Il s'appelle le scrutin randomisé, le scrutin de Condorcet randomisé. Il est un peu plus long à expliquer malheureusement, et le temps passe. Donc je ne vais pas l'expliquer. Mais si vous voulez en savoir plus, vous cherchez sur Google et il y aura plein de contenus qui, beaucoup, pour la plupart, ont été produits par moi. Donc celui-là est pas trop mal, notamment en termes de stratégie proofness. Voilà. Okay, il ne reste plus énormément de temps, donc le temps passe un peu, malheureusement, mais j'ai quand même envie de vous parler de pourquoi est-ce que c'est plus mon scrutin préféré. J'ai travaillé dessus, un attachement émotionnel, individuel avec lui, mais j'ai fini par le renier. C'est pas mon bébé de la faute tribunal. Mais voilà, il y a un problème derrière tous ces scrutins. Est-ce que quelqu'un a une idée de quel est le problème que je vois avec tous ces scrutins? Oui. Juste si jamais tu peux dépasser un petit peu 13h. Ok, jusqu'à 14h. Par moment, Ok.
déborderait probablement. Est-ce que quelqu'un voit le problème que j'ai avec ces scrutins? Ouais. Alors, ils ne sont pas IL. Alors, on va recommencer à randomiser et IL. Mais ce n'est pas le gros problème que j'ai avec ces scrutins. Okay, alors je vous pose une question difficile parce que vraiment, c'est quelque chose, enfin, pendant longtemps, tout le monde était OK avec ça. En fait, le problème avec ces scrutins, c'est que ça marche si A est faible. Bon, techniquement, rien que le fait de voter, en fait, dans ces scrutins, en gros, donc approbation, il faut donner sa approbation pour chacune des alternatives. Jugement majoritaire, il faut donner un score pour chacune des alternatives. Et Condorcet randomisé, il faut faire un classement des alternatives. Oui. C'est-à-dire qu'il faut connaître toutes les alternatives. Et ça veut aussi dire que le temps qu'il faut pour voter est proportionnel au nombre d'alternatives qu'il y a. Quand il y en a 10, ça va très bien. Quand il y en a 100, ça commence à être un peu compliqué. Quand il y en a 1000, ça commence à piquer. Quand il y en a 10 puissance 20, ça commence à faire très mal. Et alors, pourquoi est-ce qu'on aurait 10 puissance 20? En fait, le truc, c'est que l'un des grandes préoccupations de moi, c'est les algorithmes de recommandation, c'est l'éthique des algorithmes. C'est quels sont les contenus qui sont recommandés à des milliards de personnes chaque jour. Et je pense que ça serait bien qu'on décide collaborativement de quel contenu devrait être davantage recommandé par les plateformes. Et le truc, c'est que le nombre de vidéos sur YouTube, il est très grand. Sur YouTube, peut-être que A est de l'ordre de, disons 1 milliard. Il y a quand même pas mal de vidéos. Et là, ça commence à être beaucoup plus compliqué. Rien que de décrire le vote, mais même en fait, le temps de calcul des algorithmes, ça commence à être compliqué. Du coup, l'une des grandes questions qu'on se pose maintenant dans notre labo de recherche, c'est comment faire des scrutins où A est beaucoup plus grand, où A est potentiellement même beaucoup plus grand que ça. Peut-être que, par exemple, on a envie d'écrire des textes de loi collaborativement. Par exemple, on a envie d'écrire une régulation, je sais pas, sur les algorithmes, et on a envie de l'écrire collaborativement, pas forcément à 8 millions, mais peut-être à 1000. Comment est-ce qu'on s'y prend? Comment est-ce qu'on écrit un texte de loi collaborativement, sachant qu'un texte de loi, il faut en choisir un parmi l'ensemble des textes de loi, et ça, il y en a vraiment beaucoup. Si vous imaginez, qu'il y a 100 caractères pour décrire le texte de loi, pour les textes de loi, le nombre d'alternatives, ça va être en gros 10 puissance le nombre de caractères qu'il faut dans le texte. Donc, ça peut être de l'ordre de 10 puissance 100 ou 1000. Et là, il faut des techniques radicalement différentes. Clairement, on n'y arrivera pas avec ces votes. Et donc là, c'est vraiment la frontière aujourd'hui, la recherche actuelle qui m'intéresse beaucoup, c'est comment est-ce qu'on fait dans ce genre de situation pour avoir, malgré tout, une gouvernance collaborative de ce genre d'objet de décision compliquée. Et alors, il y a clairement un truc qui va être important ici, ça va être le machine learning. C'est essayer de faire de la généralisation, de se dire, ah, telle personne a tendance à aimer tel truc, ou tel genre de texte de loi. Probablement, elle va aimer aussi cet autre genre de texte de loi. Elle a tendance à considérer que cette vidéo YouTube devrait être davantage recommandée. Probablement, elle va penser que cette autre vidéo YouTube va être davantage recommandée. Donc, ça cette fois, on peut avoir des fonctions qui sont capables de dire si un texte de loi est prometteur ou pas. Et avec ces fonctions, il y aura forcément de l'incertitude également qui viendra avec. Est-ce qu'on a bien généralisé mes préférences? Imaginons qu'il y a un algorithme qui généralise. Je lui ai dit, ouais, j'aime tel truc. Il me dit, non, tu vas probablement aimer telle chose. Il faut imaginer que cet algorithme va voter plein de fois pour moi dans un scrutin, si c'est utilisé. Clairement, est-ce que je lui fais confiance à cet algorithme? Est-ce qu'il va généraliser mes préférences adéquatement?
En particulier, est-ce qu'il va prendre en compte l'incertitude qu'il a sur la génération de mes préférences? Voilà. Donc, je vais rajouter par cœur, mais il y a quelques propriétés désirables qui méritent du coup d'être prises en compte dans ce contexte et qui vont aussi au-delà. Donc, si on veut faire un système, donc, tout ça, en fait, notamment le cas de YouTube, c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux dans notre laboratoire. Et à tel point qu'on a développé une plateforme qui s'appelle Tournesol. C'est un site web tournesol.app. Je vais y aller, pas maintenant, mais en 5 minutes. Où l'idée, c'est vraiment de permettre des votes sur quelle vidéo YouTube devrait davantage être recommandée. L'une des difficultés de Tournesol, c'est que ce qu'on veut, c'est que pour Tournesol, surtout aujourd'hui, on ne fait pas de généralisation. On ne va pas généraliser les préférences des autres parce que je pense que c'est trop difficile pour nous, en tout cas, de pas assez de données. Mais on va avoir du coup des gens qui vont s'exprimer, qui vont donner en gros des notes. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, mais qui vont donner des notes du coup à un sous-ensemble très petit de l'ensemble de toutes les vidéos sur YouTube. Et l'une des grandes préoccupations que l'on a, c'est que si on fait ça, si on prend par exemple la médiane, le score médian donné par les contributeurs, c'est que c'est très facile pour un acteur malveillant de créer un compte sur Tournesol, sans doute finir par y arriver, et s'il arrive à créer un faux compte sur Tournesol, il peut manipuler le score de toutes les vidéos qui n'ont jamais été notées par personne. Si on prend la médiane et que c'est le seul à voter pour cette vidéo, on va y aller avec son score, et là il va choisir la meilleure vidéo sur Tournesol, et donc là on a un problème. Donc ça c'est ce qu'on appelle la résilience byzantine. La résilience byzantine, c'est byzantine résilience en anglais, c'est l'idée que dans le scrutin, il va y avoir quelques personnes qui vont voter de façon arbitrairement mal. Ça peut être juste stratégique. Et il faut que le scrutin, alors de A à Z, de la phase de l'attribution des droits de vote jusqu'au moment où la vidéo sera recommandée, il faut qu'on soit résilient à des acteurs qui sont malveillants et qui ont réussi à hacker certaines failles du système. Donc ça c'est un des grands défis. Voilà. On est en train d'avoir des outils pour pouvoir résoudre ça. On ne l'a pas encore vraiment résolu. Hein. C'est vraiment une question de recherche très chaude. Hein. J'y travaille dessus ce matin. Mais on est en bonne voie, j'espère. Et l'une des... ça, c'est une autre difficulté qui est très liée à ça, c'est le problème du scaling des préférences ordinales, cardinales. Quand on a des préférences qui sont cardinales, on demande aux gens de rêver des préférences cardinales, il y a des gens, je ne sais pas s'il y a des Marseillais dans la salle, mais il y a des gens qui ont tendance à mettre des scores très élargis, alors que d'autres mettront des scores plus raisonnables. Et ce n'est pas forcément parce que les scores élargis, c'est juste une habitude qu'ils ont de donner des scores plus élargis. Et du coup, l'idée qu'on a sur Tournesol, c'est qu'on va être confronté à ça, c'est qu'on va essayer d'apprendre à comment scaler les uns par rapport aux autres. Et sauf que ça devient... si tout le monde notait toutes les alternatives, ça sera assez facile, on pourrait diviser par l'écart type ou quelque chose comme ça. Mais dans un contexte où les gens notent seulement un sous-ensemble des vidéos sur YouTube, par exemple juste des vidéos qui sont très bien, ce problème de scaling devient non trivial. Ouais. Pourquoi est-ce que près A, fait que c'est A et pas pour un intervalle donné, genre 0, 1, 1? Ouais, on pourrait, mais le problème se pose encore. En fait. Même pour 0, 1, A, il y a des gens qui vont tout le temps utiliser 0 et 1, puis d'autres qui vont nous donner des nombres entre les deux. Et d'ailleurs, c'est un problème qui se pose beaucoup, par exemple, sur TripAdvisor, sur Amazon, ce genre de choses, les notes extrêmes, voilà. Comment est-ce qu'on normalise par rapport à ces notes extrêmes, sachant que le problème d'avoir une borne supérieure, c'est que dès qu'on a mis quelqu'un à 5, on ne peut plus mettre quelqu'un de meilleur que lui.
Alors que parfois, sur des vidéos YouTube, on a envie de dire bah, celle-là, je l'ai adorée, mais celle-là, elle est encore meilleure. Regardez mes vidéos. Ok, alors je vais juste dire 3 mots. Alors, très rapidement, un des trucs, c'est le problème de la représentativité. Sur Tournesol, on s'attend que l'ensemble des contributeurs sera un sous-ensemble très biaisé de l'ensemble de la population mondiale. Est-ce qu'on ne peut pas rétablir ces biais? Par exemple, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des systèmes qui vont rétablir les droits de vote? Ça va, on donne plus de droits de vote aux femmes sur Tournesol parce qu'elles sont sous-représentées et qu'elles représentent une proportion plus grande de la population. Comment est-ce qu'on fait ça bien? Un autre problème, par exemple, c'est le problème des droits de vote en fonction des expertises. C'est des questions, des vidéos particulièrement techniques qu'on juge la fiabilité. Quelqu'un qui est expert du domaine a envie de dire qu'il a plus de droits de vote, mais comment est-ce qu'on formalise ça? Alors, ça renvoie à d'autres choses autour du Condorcet, mais heureusement, le temps passe. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est tout ça aussi, en fait, un peu basé sur un modèle de machine learning quand même derrière. Et machine learning s'appuie sur les données que les gens nous ont fournies. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut faire confiance aux données que les gens nous ont fournies, sachant qu'en pratique, quand moi je fournis des données sur Tournesol, je ne suis pas toujours dans le même état émotionnel. Parfois, je suis réveillé, parfois, je ne suis pas réveillé. Et du coup, toutes mes données n'ont pas le même degré de fiabilité. Parce qu'on ne peut pas détecter cela et apprendre de cela. Voilà. Donc, juste pour conclure, insister sur le fait que vous allez sans doute faire pas mal de choses formidables, des maths très excitantes dans votre carrière. Mais je pense que c'est important de se dire que toute la formation qu'on a eue, toutes les heures d'investissement qu'il y a eu dans notre formation, ça nous donne quand même des compétences assez rares et assez uniques, mais du coup, potentiellement des responsabilités pour réfléchir à des questions que finalement très peu de gens ont le bagage technique pour répondre. Donc, je pense qu'on a une responsabilité de s'intéresser un peu plus à ces questions, moins de temps en temps, voire si possible très souvent, et d'essayer de répondre, parce qu'aujourd'hui, il y a un manque critique et vraiment très peu pas suffisamment de compréhension de ces outils. Or, ça serait très important pour construire le monde de demain. Puis la dernière chose que j'ai envie de dire, c'est que cette recherche, c'est avant tout un truc fabuleux. C'est vraiment pour moi les mathématiques les plus excitantes qui existent aujourd'hui. Et je suis vraiment heureux tous les jours quand je me dis que j'ai la chance de devoir travailler sur ces problèmes. Merci.